Je m'appelle Victor, j'ai 70 ans. Et si vous avez dépassé la cinquantaine, si vous avez passé des décennies à vous battre, à économiser, à vous sacrifier et à construire quelque chose de réel avec votre vie, alors j'ai quelque chose à vous partager aujourd'hui qui va probablement vous mettre mal à l'aise. Ça m'a rendu mal à l'aise quand j'ai commencé à l'accepter. Mais une fois que j'ai compris, cela a tout changé dans la façon dont je protège ce que j'ai construit. Voilà, c'est simple et direct. Je ne dis plus à mes enfants combien j'ai. Pas parce que je ne les aime pas parce que je ne les fais pas confiance, mais parce que j'ai finalement compris quelque chose que la plupart des gens de notre génération refusent d'admettre. À partir du moment où vos enfants connaissent le montant de votre richesse, la dynamique entière de votre relation change. Et elle change rarement en votre faveur. Je sais ce que vous pensez. Victor, c'est froid. C'est ce qu'un vieil homme amer dirait. Je comprends. J'ai eu la même réaction il y a des années quand quelqu'un de qui j'avais du respect m'a dit la même chose. Il a dit « Victor, la plus grande menace pour ton héritage n'est pas le marché ou l'inflation, c'est la transparence prématurée. » Je ne comprenais pas. Je pensais que la transparence était une vertu, que l'ouverture financière créait la confiance et préparait les enfants. J'avais tort. Et j'ai passé des années à découvrir à quel point j'avais tort. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement quand vos enfants connaissent le tableau financier complet de votre situation. Et je ne parle pas de théorie ici. Je parle des schémas que j'ai observés encore et encore dans des pans de famille, y compris ma propre expérience. La première chose qui change, c'est l'urgence. Quand vos enfants adultes savent qu'un héritage important les attend, quelque chose de subtil mais puissant change dans leur psychologie. Le feu s'éteint. Pas toujours immédiatement, pas toujours de façon dramatique, mais il s'éteint. Ce moteur interne qui pousse une personne à construire quelque chose de ses propres mains, à prendre des risques, à surmonter l'inconfort, ce moteur perd du carburant quand la ligne d'arrivée a déjà été franchie pour eux. Ils ne réalisent peut-être pas que c'est en train de se passer. Ils travaillent peut-être encore dur. Ils peuvent encore se présenter tous les jours. Mais le mordant disparaît. Le désespoir qui forge le vrai caractère, la vraie résilience, la vraie intelligence financière, ce désespoir est remplacé par un confort tranquille. Et le confort tranquille est l'ennemi de la grandeur. J'ai observé des adultes brillants et capables qui commençaient à causter une fois qu'ils ont appris l'ampleur de ce qui les attendait. Pas par paresse ou avidité, mais parce que le cerveau humain économise l'énergie quand la survie n'est plus en jeu. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est la biologie. Et si vous l'ignorez, vous perdrez chaque fois. La deuxième chose qui change, c'est la façon dont ils vous voient. Celle-ci est plus difficile à aborder car elle implique quelque chose qu'aucun de nous ne veut admettre. Quand vos enfants savent exactement combien vous valez, vous cessez d'être simplement leurs parents. Vous devenez une variable financière dans leur planification de vie. Encore une fois, ils ne le font peut-être pas consciemment. Ils ne s'assoient peut-être pas pour calculer ce que votre décès signifie pour leur hypothèque ou leur retraite ou l'éducation de vos petits-enfants. Mais le savoir est là, assis au fond de leur esprit comme un bourdonnement silencieux. Et ce bourdonnement change la fréquence de la relation. Les conversations deviennent subtilement différentes. Les demandes deviennent légèrement plus fréquentes. Les opinions sur vos dépenses, votre style de vie, vos choix, elles portent un poids nouveau qui n'était pas là avant. Vous commencez à le sentir. Un commentaire sur un voyage que vous envisagez, un haussement de sourcils quand vous mentionnez un achat, une suggestion selon laquelle vous n'avez peut-être pas besoin de cette rénovation, cette nouvelle voiture, cette expérience que vous attendiez avec impatience. Ce ne sont pas des actes de malveillance, ce sont des actes d'anticipation. Et l'anticipation d'un héritage est l'une des forces les plus corrosives dans la dynamique familiale. La troisième chose qui change, et c'est celle-ci qui m'a finalement convaincu de changer complètement ma démarche, c'est la façon dont les conflits sont gérés. Dans toute famille saine, il y a des désaccords, il y a des tensions, il y a des moments où les gens ont besoin d'espace, où les sentiments se blessent, où les malentendus se produisent. C'est normal, c'est la vie.
Mais quand il y a une somme d'argent connue en arrière-plan, le conflit prend une dimension différente. Soudainement, les désaccords portent des conséquences financières. Soudainement, un calcul non dit se fait pendant chaque argument. Si je pousse trop fort, cela affecte-t-il ma position? Si je dis ce que je pense, cela changera-t-il le testament? Si mon frère ou ma sœur est plus proche du parent en ce moment, cela signifie-t-il une plus grande part? Ces calculs empoisonnent le puits de la communication honnête. Ils transforment les réunions de famille en subtils jeux d'échecs. Ils transforment l'amour véritable en quelque chose qui doit constamment se prouver contre le soupçon de mobiles inavoués. J'ai vu des familles déchirées non pas par la distribution réelle de la richesse, mais par l'anticipation de celle-ci. L'argent n'avait pas encore bougé, et les dégâts étaient déjà faits. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Je ne dis pas que vos enfants sont de mauvaises personnes. Je ne dis pas qu'ils conspirent ou qu'ils manipulent. Ce que je dis, c'est que la nature humaine a des schémas prévisibles, et ces schémas ne se soucient pas de la bonté de vos enfants. La conscience d'une richesse importante déclenche des réactions profondément enracinées dans notre câblage psychologique. Elle déclenche l'entitlement, même chez des gens qui n'ont jamais été favorisés auparavant. Elle déclenche la dépendance, même chez les gens qui ont toujours été indépendants. Elle déclenche la rivalité, même chez les frères et sœurs qui ont toujours été proches. Et elle déclenche un changement subtil mais dévastateur dans la façon dont les gens perçoivent leurs propres capacités. Pourquoi construiriez-vous une forteresse si vous savez déjà que quelqu'un va vous en remettre les clés? Alors, que fais-je à la place? Laissez-moi vous présenter le cadre que j'ai développé après des années à observer cela se dérouler. Et je veux être honnête avec vous, ce n'a pas été facile. Cela m'a obligé à laisser aller à un très profond besoin d'être apprécié pour ce que j'avais construit. Car c'est une partie de cela aussi. Nous voulons que nos enfants sachent. Nous voulons qu'ils voient l'ampleur de ce que nous avons réalisé. Nous voulons cette reconnaissance. Et ce désir, bien que compréhensible, est l'une des impulsions les plus dangereuses qu'une personne aisée de plus de 60 ans puisse avoir. Le premier principe s'appelle l'opacité stratégique. Cela ne signifie pas mentir. Je ne mens jamais sur ma situation financière. Si on me pose la question directement, je donne des réponses honnêtes mais incomplètes. Je peux dire que je suis à l'aise, que j'ai planifié soigneusement, que j'ai de bons conseillers. Ce que je ne fais pas, c'est donner des chiffres. Pas le solde de compte, pas d'évaluation de portefeuille, pas d'estimation d'actifs. Les chiffres déclenchent la cascade psychologique que je viens de décrire. Sans chiffres, vos enfants savent que vous allez bien, mais l'absence de spécificité les garde ancrés dans leur réalité financière plutôt que dans la vôtre. Le deuxième principe est le soutien basé sur la compétence. Au lieu de promettre une richesse future, j'investis dans la capacité présente. Si un proche a besoin d'aide, je vérifie si cela renforce sa capacité autonome ou crée une dépendance. Il y a une différence énorme entre financer l'éducation ou une entreprise et rédiger des chèques pour les dépenses courantes. L'un renforce la capacité, l'autre crée l'attente. Et les attentes se composent comme les intérêts, sauf qu'elles composent contre vous. Le troisième principe est le plus important, et c'est celui que la plupart des gens de notre génération gèrent catastrophiquement mal. C'est la séparation de l'amour et de l'argent. Dans notre culture, nous avons été conditionnés à croire que la générosité égale l'amour. Que plus vous donnez, plus vous aimez. Que si vous avez les moyens de rendre la vie de quelqu'un plus facile et que vous choisissez de ne pas le faire, vous êtes d'une certaine façon en train de manquer à vos devoirs de parents. C'est l'un des mensonges les plus destructeurs dans le paysage entier de la richesse familiale. L'amour et l'argent sont des devises séparées. Ils fonctionnent sur des systèmes différents. Et quand vous les fusionnez, quand vous utilisez l'argent comme expression principale de l'amour, vous dépréciez les deux. Vos enfants n'ont pas besoin de connaître votre valeur nette pour savoir que vous les aimez. Ils ont besoin de votre temps. Ils ont besoin de votre sagesse. Ils ont besoin de votre présence. Ils ont besoin d'entendre vos histoires, d'apprendre de vos erreurs,
de bénéficier de votre perspective sur le monde. Ce sont les choses qui se transmettent vraiment entre les générations de manière significative. L'argent, sans la sagesse pour le gérer, c'est juste du carburant pour les mauvaises décisions. Laissez-moi vous donner un chiffre auquel la plupart des gens dans notre position ne pensent jamais. Les études ont montré de manière cohérente qu'environ 70% des familles riches perdent leur richesse à la deuxième génération, et 90% la perdent à la troisième. 90%. Pensez à cela un instant. Presque chaque fortune construite par quelqu'un de notre génération sera complètement disparue au cours de la vie de nos petits-enfants. Et la raison principale n'est pas les mauvais investissements ou les krachs boursiers ou l'inflation. La raison principale, c'est que la richesse a été transférée sans le transfert correspondant de l'intelligence financière, de la discipline et de la faim. L'argent a bougé, mais la mentalité ne l'a pas. Quand vous dites à vos enfants l'ampleur complète de votre richesse, vous leur remettez essentiellement la clé des réponses à un examen qu'ils n'ont pas étudié. Et quiconque a jamais reçu une clé des réponses sait ce qui se passe ensuite. Vous cessez d'étudier, vous arrêtez de vous préparer, vous arrêtez de développer le muscle intellectuel nécessaire pour comprendre réellement la matière. Et puis, quand l'examen change, quand la vie vous lance quelque chose que la clé de réponse ne couvre pas, vous êtes complètement non préparé. C'est pourquoi j'ai changé complètement mon approche. Au lieu de préparer ma richesse pour mes enfants, j'ai commencé à préparer mes enfants pour la richesse. Et ce sont deux projets fondamentalement différents. Préparer la richesse pour les enfants signifie mettre en place des fiducies, rédiger des testaments, organiser des comptes et s'assurer que le transfert est fluide. C'est la partie facile. N'importe quel avocat compétent en droit successoral peut gérer cela. Préparer les enfants pour la richesse signifie leur apprendre comment l'argent fonctionne réellement, pas en théorie, mais en pratique. Cela signifie les laisser lutter suffisamment pour développer une vraie résilience financière. Cela signifie avoir des conversations honnêtes sur la psychologie de l'argent, sur les pièges de l'inflation du mode de vie, sur la différence entre les actifs et les passifs, sur la façon dont la richesse n'est pas un chiffre sur un compte, mais un ensemble d'habitudes et de décisions qui se composent au fil des décennies. J'ai dû accepter quelque chose qui était très difficile à accepter. La meilleure chose que je puisse faire pour les gens que j'aime, ce n'est pas de leur donner mon argent. C'est de leur donner les compétences, la mentalité et la discipline pour construire la leur. Car l'argent que vous gagnez vous enseigne tout. L'argent que vous hériterez ne vous apprend rien. Et l'écart entre ces deux éducations est l'endroit où la plupart des richesses familiales vont mourir. Certains pourraient se demander sur le côté pratique et la planification successorale. S'assurer que la transition se fasse en douceur, ce sont des préoccupations légitimes que je prends au sérieux. Voici la distinction clé. Mon plan successoral est géré par des professionnels, complet et régulièrement mis à jour. Il s'exécutera exactement comme prévu. Mais les détails restent entre moi et mes conseillers. Les gens n'ont pas besoin de connaître les spécificités pour en bénéficier. Ils en bénéficient davantage en ne le sachant pas, car cela leur permet de vivre selon leurs propres ambitions plutôt que sur l'anticipation de la mienne. Il y a aussi une préoccupation de sécurité profondément pratique que la plupart des gens négligent. Plus les gens qui connaissent les détails de votre situation financière, plus vous devenez vulnérable. Et je ne parle pas seulement des risques évidents, comme quelqu'un partageant des informations sans le vouloir, ou le conjoint d'un membre de la famille ayant accès à des détails qu'il ne devrait pas avoir. Je parle de la façon dont la connaissance financière change la dynamique du pouvoir dans les relations. L'information est un levier, et quand vous donnez à quelqu'un la connaissance précise de votre richesse, vous lui donnez un levier, que vous l'ayez l'intention ou non. Dans les négociations, dans les désaccords, dans les moments de conflit, cette information devient un outil, et les outils sont utilisés. Je veux parler de quelque chose d'autre qui se produit quand vous cessez de partager les détails financiers avec vos enfants. Quelque chose d'inattendu et profondément positif. Vos relations deviennent plus claires.
Quand le brouillard de l'argent se lève, vous commencez à voir la véritable forme de vos connexions. Vous découvrez qui appelle parce qu'il veut entendre votre voix, et qui appelle parce qu'il a besoin de quelque chose. Vous découvrez qui valorise votre opinion pour sa sagesse, et qui la valorise parce qu'il gère votre perception. Vous découvrez qui respecte votre autonomie et qui la ressent. Cette clarté est un cadeau. C'est douloureux au début, je ne vous mentirai pas à ce sujet. Mais c'est un cadeau. Parce que les relations qui survivent à l'élimination de la transparence financière sont les vraies. Ce sont celles construites sur l'amour véritable, le respect véritable, la connexion véritable. Et ce sont les seules relations qui valent la peine d'être eues à ce stade de la vie. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cela et qui sont en désaccord avec moi, qui croient que la transparence financière totale avec les enfants adultes est la bonne approche. Et je respecte cette perspective. Mais je voudrais vous poser cette question. Combien de familles avez-vous personnellement regardé se fragmenter à cause de conflits d'héritage? Combien de frères et sœurs avez-vous vu cesser de se parler à cause d'argent? Combien d'enfants adultes avez-vous observé perdre leur élan parce qu'ils savaient qu'un filet de sécurité d'une taille importante les attendait? Si vous avez vécu après 60 ans et que vous n'avez pas vu au moins l'un de ces scénarios se dérouler dans votre cercle, alors vous avez vécu une vie extraordinairement inhabituelle. Le schéma est clair, les données sont claires, et ma propre expérience est claire. Protéger sa richesse n'est pas seulement une question d'allocation de portefeuille et de stratégie fiscale. C'est une question de gestion de l'information. C'est une question de comprendre que la connaissance de votre richesse est en elle-même une forme de richesse, et elle doit être gardée avec la même diligence que vous appliquez à chaque autre actif. À 70 ans, j'ai appris que la position la plus puissante qu'on puisse occuper est celle où les gens se rapportent à vous pour qui vous êtes, plutôt que pour ce que vous avez. Ce n'est pas une platitude philosophique, c'est une réalité stratégique. Quand les gens autour de vous ne connaissent pas les détails de votre situation financière, chaque interaction est authentique, chaque geste est sincère. Chaque moment de connexion est basé sur quelque chose de réel, plutôt que sur quelque chose de calculé. Et à ce stade de la vie, l'authenticité vaut plus que n'importe quel chiffre sur n'importe quel relevé. Je vous laisserai avec quelque chose qui m'a pris des décennies pour comprendre. Le plus grand héritage que vous puissiez laisser n'est pas l'argent. C'est l'exemple d'une vie vécue avec discipline, avec intention, avec le courage de prendre des décisions impopulaires au service de quelque chose de plus grand que le confort. Vos enfants n'ont pas besoin de votre richesse pour prospérer. Ils ont besoin de voir que vous aviez assez confiance en eux pour les laisser construire la leur. C'est le vrai héritage, c'est ce qui survit. Pas les soldes des comptes, pas les biens immobiliers, pas le portefeuille. Ce qui survit, c'est la norme que vous avez fixée, l'attente que vous aviez. La croyance calme et inébranlable que les gens que vous aimez sont capables de plus que ce que vous pourriez jamais leur remettre. C'est ce que j'ai appris à 70 ans, et c'est la chose la plus précieuse que je possède.